va accueillir, donc on va démarrer la table ronde, mais avant d'accueillir tous les intervenants de la table ronde, je vais demander à une seule personne de monter sur scène pour l'introduire. Merci d'accueillir Christelle Gache, la co-directrice de GDS France. Bon, alors, on va faire une introduction pour expliquer cette table ronde dont je rappelle le thème. Circuit court, l'action sanitaire en élevage au service de la sécurité sanitaire des aliments. C'est bon, vous le tenez ? Christelle pour l'introduction. Oui, merci. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Juste quelques mots de contexte pour vous expliquer finalement pourquoi nous avions choisi ce thème cette année. Alors, peut-être juste un petit mot de définition. Les circuits courts, ça regroupe l'ensemble des modes de commercialisation du producteur au consommateur, par vente directe ou par vente indirecte, en se limitant à un seul intermédiaire, type drive fermier ou magasin de producteurs. Du coup, on se rend compte assez rapidement, une fois qu'on a dit ça, qu'on a un lien privilégié dans cette démarche circuit court entre le producteur et le consommateur. On parlait d'attente sociétale il y a 2 minutes. C'est clairement une attente sociétale, hein, ce manger local. Les consommateurs souhaitent effectivement manger local. Il y a un fort engouement pour les produits de terroir, pour une transparence aussi sur l'origine des produits. Et puis, quand on a ce faible nombre d'intermédiaires, eh bien, on limite les transports, on limite notre empreinte environnementale. Voilà, on a parlé d'écologie à l'instant. Et puis, au niveau du contexte également, il y a une forte volonté politique aussi hein, de favoriser la démarche circuit court, déjà à travers la loi Egalim, puisqu'elle impose aux établissements de restauration collective finalement de proposer au moins 50% de produits durables. On retrouve également cette volonté politique à travers le plan de relance et à travers les projets alimentaires territoriaux. Donc ça, c'était juste quelques mots pour les enjeux externes. Et puis bien sûr, pour nos adhérents, pour les éleveurs qui sont dans cette démarche circuit court, eh bien, nos GDS, on va en reparler tout à l'heure, sont déjà nombreux à proposer des actions d'accompagnement, en fait, d'appui technique pour les éleveurs qui sont engagés dans cette démarche. Donc voilà, c'était juste quelques mots, peut-être pour vous expliquer pourquoi nous avions choisi ce thème, finalement, qui nous a paru comme une évidence une fois qu'on a dit tout ça. Eh bien, merci pour cette introduction, Christelle. Et nous allons, merci, mais oui, on peut la remercier. Et maintenant, on va vraiment explorer le sujet. Donc, je vais demander à Madame Florence Duvant, Lionel Gavillet, Jean-Marie L'Enfant, Reimer Bogueux et Christelle qui est avec nous de monter sur scène. S'il vous plaît, on vous accueille, les intervenants. Applaudir, ah bah oui, allez-y, allez-y. On avait répété une chorégraphie, mais je sens qu'ils la tiennent pas. Je vous laisse vous installer. Merci à eux. Alors, je vous propose, dans un premier temps, qu'on fasse un tour de table pour apprendre à se connaître. Bon, Christelle, j'allais te proposer de commencer. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur toi qu'on ne sait pas ? Je suis très heureuse d'être là avec vous. Non, ça on le sait que tu es très heureuse d'être là avec nous. Autre chose. On t'attend, Christelle. On a déjà un quart d'heure de retard. Non, oui, j'ai une confession à vous faire. C'est moi qui ai choisi les petits extraits musicaux. Ah, bah on peut l'applaudir, hein, parce que franchement, c'est super. Petite dédicace pour Laetitia. Super. Donc maintenant, je vous propose de dérouler. Lionel. Alors, pardon, j'ai un petit peu de problème de voix, mais je vais m'en débrouiller. Alors, il y a 3 jours, quand je l'ai appelé, c'était comme ça. Donc là, c'est mieux. Donc, Lionel Gavillet, éleveur en Haute-Savoie, en GAEC, avec mon épouse, ma maman. Nous sommes producteurs de lait AOP Reblochon
et nous avons créé un élevage de porcs naisseurs-engraisseurs, justement avec une finalité magasin à la ferme. Depuis, on a commencé il y a quelques années, on a créé le magasin il y a 1 année et demie. Mon épouse ayant des origines normandes et bretonnes, on a été obligé de remettre des cochons dans la ferme. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Voilà, sinon on exploite à peu près 200 hectares, dont 50 hectares d'alpage pour les génisses. Et puis essentiellement, on produit de l'herbe pour faire des fourrages secs. Vous nous dites un truc qu'on ne sait pas sur vous encore? Un petit truc sympa quand même. Sur moi? Ouais. Ou sur votre épouse, puisqu'elle est dans la salle. Non, sur moi, sympathique. J'ai été investi pendant de nombreuses années dans les organismes agricoles. Aujourd'hui, j'ai lâché un peu prise par rapport à la charge de travail sur l'exploitation. Et puis aujourd'hui, par contre, c'est mon épouse qui est rentrée au GDS et qui est présidente de la section porcine. C'est quoi son prénom? Gwenola. Gwenola, bon, on l'applaudit, bravo. Et vous aussi, Lionel. Alors, moi, je n'ai pas fait allemand au collège. Alors, je suis perdue depuis hier. Depuis hier, je fais des tutos pour apprendre à dire son nom. Reimer, c'est ça? C'est correct, ok. Reimer Bogue, je vous laisse prendre la parole, Reimer. Alors, cet homme-là, il a une histoire incroyable, à la fois dans vos métiers, à la fois député européen pendant 30 ans. Je vous laisse vous présenter, Reimer. Merci beaucoup. Je viens de la région de Schleswig-Holstein. C'est la région la plus nord entre le Hambourg et le Danemark. Et j'ai commencé mes activités politiques avec des démonstrations et des protestes contre les plans de l'ancien commissaire Sicko Mansholt, 70 environ. Et après, j'étais actif aux jeunes agriculteurs allemands et aussi 8 années dans le Conseil européen des jeunes agriculteurs, 3 années comme président. Et intéressant, j'ai écrit mon diplôme à l'université sur le sujet « Exigences de commerce alimentaire pour l'industrie laitière ». Ça a un peu ouvert les yeux. Et c'était encore une période absolument différente, comme si on compare les discussions que nous avons aujourd'hui sur les circuits courts et les grands supermarchés et l'équilibre dans la chaîne alimentaire. J'étais 30 années membre du Parlement européen. Spécialement à la commission budget. J'ai négocié 2 fois les budgets multi-annuels et aussi dans des autres comités. Mais je dois aussi dire, c'est un appel aux jeunes. Nous sommes devenus une minorité dans notre société. Et si nous sommes des entrepreneurs, nous devons aussi engager nous-mêmes dans la société pour convaincre les citoyens où le savoir sur l'agriculture est tombé. Merci beaucoup. Voilà, président de l'ADT, donc, qui est l'équivalent de GDS en Allemagne. À côté, la locale de l'étape qui nous accueille ici, on la remercie beaucoup. Florence Duvent, bonjour. Je vois que vous arrivez bien à dire mon nom, c'est plus facile. Étonnamment, c'est plus facile, Florence. C'est plus facile. Première adjointe à la mairie d'Évian, mais pas que. Bonjour à tous, même si on s'est vu hier, bonjour pour aujourd'hui. Donc oui, première adjointe à la ville d'Évian, c'est mon 3e mandat sur la ville, donc je m'occupe plus spécialement du tourisme et du thermalisme, puisque Évian est une ville thermale, avec une petite bouteille d'eau, comme l'a dit Madame le maire, qui nous fait une notoriété dans le monde entier, donc voilà, c'est mes prérogatives sur la ville d'Évian. Ici, en fait, c'est les anciens thermes. On est dans l'ancienne piscine. Voilà, en fait. Alors je prends un peu ma casquette de tourisme. Ouais. Oui, c'était les anciens thermes de la ville d'Évian. Donc, cet établissement thermal a été fermé il y a 25 ans. Avait été revendu par une ancienne municipalité d'opposition à un promoteur suisse. Voilà, je le dis, voilà. À un promoteur suisse qui voulait en faire, malgré son classement, puisque les façades sont classées, un centre commercial. Donc après, nous avons eu Marc Francina qui a dû racheter cet établissement à ce promoteur pour en faire un lieu culturel. Donc ici, on est sur le centre des congrès avec cet auditorium, mais vous avez pu le voir en entrant
le niveau supérieur, il y a un espace de grandes expositions. Et aussi, sur l'arrière du bâtiment, on a une médiathèque. Donc, je vous invite à faire le tour du bâtiment et de l'exposition. On a des très belles expositions, puisque nous avons un partenariat avec le Louvre et le musée d'Orsay. C'est classe. Alors donc ici, c'était l'ancienne piscine des curistes. Je n'ai pas posé la question à Reimer, je vais lui poser juste après. Un petit truc sur vous, Florence, que vous avez dit à personne et qui restera dans cette salle, qui ne sortira pas. Alors je continue, je suis conseillère régionale, donc déléguée au thermalisme, ça, tout le monde le sait. Le petit truc que j'ai dit à personne, je suis née à Évian il y a quelques années, quelques longues années. Et je suis vraiment passionnée par ma ville, mon territoire. Génial. Donc, ça fait trois mandats que je suis investie sur la ville, 2 mandats sur la région, et je travaille aussi, et je suis aussi investie sur la communauté de communes du Pays d'Évian et de la vallée d'Abondance. Je spécifie, puisque Abondance est aussi notre fromage local. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup de nous accompagner sur cette table ronde. Reimer, vous prenez la parole 2 secondes juste pour nous avouer quelque chose d'inavouable sur vous. Il fait celui qui ne comprend pas. Attendez. Vous avez parfaitement compris, votre français est parfait. Une petite anecdote sur vous, un petit détail sympathique à partager avec nous, un petit secret que vous n'avez confié à personne. Ah oui, j'ai oublié. Actuellement, je suis président des éleveurs allemands et il y a une longue tradition dans la famille. Un de mes grands-pères était fondateur de quelques organisations pour la production de vaches laitières et aussi des chevaux de Holstein qui sont très bons dans le sport actuel. Et pour cela, pour moi, de choisir la profession d'agriculteur-éleveur, c'est pour des raisons de passion. Merci beaucoup. Merci. Alors, Jean-Marie l'enfant, c'est parti. On commence par le CV professionnel et puis après on passera aux choses plus personnelles. CV professionnel, donc élu sur la chambre du département de l'Eure, chambre d'agriculture, élu donc au pôle filière de la chambre normande. Et au niveau national, on m'a confié la présidence déléguée des circuits courts, produits fermiers, agritourisme et de la marque Bienvenue à la ferme. Donc, j'ai rencontré un certain nombre de collègues qui sont adhérents à la marque. Voilà. Voilà, pensant en avoir fini. Et alors, un petit truc sympa à nous révéler. Je suis agriculteur céréalier, mais j'ai été éleveur au début de. C'est pas grave. C'est pas truc top. Hein. Voilà, grave. J'ai élevé des brebis de la Manche et des brebis roussins de la Hague. Voilà, puisque je suis normand et fier de l'être. D'accord. Bon, j'y arriverai pas. Ok, très bien. Alors, on va passer aux choses sérieuses. J'aimerais qu'on soit très didactique, qu'on soit très concret, qu'on donne vraiment des exemples concrets de mise en place, de circuits courts, chacun dans votre domaine, bien sûr, que vous nous expliquiez pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait, quel était aussi l'intérêt pour vous. Je voudrais vous dire aussi, n'hésitez pas à intervenir les uns sur les autres quand quelqu'un dit quelque chose qui vous intéresse, vous voulez compléter, etc. N'hésitez pas. Je propose qu'on démarre avec notre hôte qui nous reçoit. Je voudrais savoir, alors on va parler à la fois de la ville d'Évian puis de la région, puisque vous avez les 2 casquettes, Florence, voir un peu déjà ici, dans cette ville magnifique qui nous accueille, dans cette région qui nous accueille, ce qui est mis en place en termes de circuits courts. Vous en êtes où en fait? Et quelle est votre conviction? Alors, on a une très forte conviction, et je vais le développer, puisque la ville d'Évian travaille sur les 17 objectifs du développement durable, en collaboration avec l'ONU et le ministère de l'Environnement. Donc, ces 17 objectifs, je ne vais pas dire tout le monde les connaît, mais il y a 17 objectifs principaux à décliner sur 250 actions derrière, dont évidemment la qualité de la santé, du bien-être, la qualité des aliments, le soutien aux producteurs locaux. Donc vraiment sur notre ville, on essaye vraiment de travailler sur ces objectifs et aussi sur la communauté de communes, puisque Madame le maire, Madame Ley, que vous avez pu voir hier soir, est présidente de la communauté de communes. Donc on fait vraiment un lien sur ce travail, sur la communauté de communes et la ville d'Évian. À côté de ça, on a mis en place, vraiment pour valoriser, c'est au niveau de l'événementiel, mais ça a une répercussion sur tous nos acteurs locaux, c'est qu'on a mis en place un événement qui s'appelle Récompensa. Donc Récompensa, c'est tout simplement une récompense en
en patois chablaisien. Et cet événement est vraiment pour valoriser notre artisanat local et nos productions locales. Et cet événement, on le décline. Alors, c'est un événement qui se passe au mois d'octobre, puisque le mois d'octobre, c'est la période du goût, du culinaire. Donc, l'événement se décline au mois d'octobre. Mais par contre, sur tout ce qui se passe sur la ville, on décline ces récompenses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un accueil, on travaille avec nos producteurs locaux, on fait attention de ne pas prendre certaines marques de boissons qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, on prend des bières locales, voilà. On décline tout ça sur tous nos événements, sur tous nos accueils, et de ce fait, on valorise nos artisans bouchers, nos artisans pâtissiers, nos artisans boulangers, nos artisans fromagers sur la ville, sur la Haute-Savoie et sur la Savoie, puisque à ce jour, on a 970 labellisés Récompensa, puisqu'à chaque fois qu'on a un produit Récompensa qui répond à une charte spécifique qu'on a mis en place, on le labellise. Et après, on labellise typiquement un restaurateur qui prend une viande qui a été labellisée Récompensa. Donc sur Savoie-Haute-Savoie, puisqu'on s'est limité Savoie-Haute-Savoie pour aussi rentrer dans les circuits courts, on a 970 labellisés Récompensa. Et ces labellisés-là, ils fournissent aussi, par exemple, je sais pas, les cantines où il n'y a pas de lien encore. Alors, il n'y a encore pas de lien, mais vous y travaillez, j'imagine. On y travaille. Par contre, on travaille vraiment sur l'artisanat local. Donc, il n'y a pas une production excessive pour fournir nos cantines. Après, sur nos cantines, j'avais prévu d'en parler sur le deuxième sujet, mais on en reparlera tout à l'heure. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe, on va écouter Jean-Marie et Lionel. Après, il faudra que tu nous racontes ce que fait GDS aussi à ce niveau-là. Puis après, on partira en Allemagne pour voir un peu comment ça se passe chez eux. Jean-Marie, explique-nous concrètement le circuit court chez toi. Ça ressemble à quoi? Pourquoi? Comment? Avec qui? Je veux tout savoir. Alors, le circuit court, en tant qu'élu chambre d'agriculture, et on accompagne tous les producteurs, comme les GDS, je veux dire, on accompagne tous les producteurs et des techniciens, des ingénieurs dans chaque département pour construire le projet de développement de circuits courts, d'accompagnement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a quasiment un jeune agriculteur sur deux qui s'oriente vers de la diversification et des circuits courts. Donc, il y a vraiment un besoin d'être là en accompagnement. Après, au sein des chambres d'agriculture, avec notre marque Bienvenue à la ferme, donc c'est 8000 adhérents sur toute la France, avec une partie manger fermier pour les produits alimentaires et viver fermier pour l'hébergement. Nous accompagnons les agriculteurs avec un cahier des charges, donc pour rentrer au sein du réseau, dans le sens où notre produit à nous, c'est un produit dont la matière première vient de la ferme exclusivement. Voilà. Et donc, nous accompagnons les agriculteurs avec différents outils qui sont de commercialisation, entre autres, de visibilité. Donc, les drives fermiers, les casiers, les magasins. Attends, tu passes un peu rapidement là. Parce que autant, moi, la vente directe à la ferme, on connaît depuis longtemps. Les magasins de producteurs, on connaît. Les marchés de producteurs, on connaît. Enfin, moi, dans ma région, il y en a vraiment beaucoup. Le drive fermier, je te jure, j'en avais jamais entendu parler. C'est normal ? Alors, le drive fermier, ça s'est beaucoup développé pendant la période du Covid. Ça a été une grande découverte. Ça a permis aussi à des consommateurs de découvrir qu'ils avaient des voisins agriculteurs parce qu'il y a eu cette demande et cette panique de ne pas avoir assez à manger, donc d'aller chercher au plus près. Et les drives se sont beaucoup développés. Donc nous avons au niveau des chambres un outil qui permet de rentrer ces produits, de s'inscrire. Et en fait, la fréquentation a beaucoup baissé post-Covid jusqu'à avoir encore quelques drives, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que le consommateur a changé sa façon de consommer. Il est retourné au supermarché, mais on a gardé, ça c'est cet avantage, on a quand même gardé une frange de consommateurs nouveaux qui se sont intéressés, qui s'intéressent aux produits fermiers. Lionel, c'est du temps, c'est un investissement en temps, c'est un investissement aussi de fonds. Évidemment, comment on l'envisage et comment on passe à l'action et pourquoi on le décide. C'est un investissement, j'allais dire aussi relationnel. Avec les gens qui viennent sur place. Qu'est-ce qui t'a séduit, toi, en premier, dans cette aventure-là?
Alors, ce qui m'a séduit en premier, c'était surtout un désir de mon épouse depuis longtemps, depuis toujours, puisqu'elle avait réintroduit donc ses porcs sur la ferme. Et au départ, on faisait naisseur et on vendait des porcelets à 25 kilos. Et puis ensuite, elle voulait aller au bout de la chaîne, c'est-à-dire on naît, on engraisse et on vend. Donc, pendant quelques années, on a commencé à faire transformer nos porcs et on les vendait sous vide avec une vente une fois par mois chez nous, dans un petit local approprié. Et puis mon épouse a toujours voulu aller plus loin, donc on a posé la réflexion, et puis on a décidé de faire le pas. Donc on a investi le premier investissement, il est quand même pécunier, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un magasin de producteurs, on a le labo, on a les chambres froides, on a un espace pour faire des plats cuisinés, pour valoriser, on va dire, les morceaux un peu moins intéressants. Donc il y a un gros investissement au départ. Et puis après, il y a un investissement donc, en temps, parce qu'on est, on est dans les Savoies. On a énormément de monde qui reviennent habiter dans les Savoies toutes les années par rapport à la proximité de la Suisse, notamment, parce qu'il y a du travail. Donc c'est des nouveaux habitants dans nos campagnes qui ne connaissent pas forcément le métier d'agriculteur. Donc il faut retisser du lien avec ces gens-là, leur expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on veut valoriser notre produit de A à Z. Et puis, il faut aussi gérer sur nos exploitations. Donc, qui dit magasin à la ferme, dit de nombreuses personnes qui viennent sur la ferme. Donc, nous avons mis en place sur notre ferme avec des petits panneaux, zone publique, zone professionnelle pour les livreurs d'aliments, les livreurs de GNR, ainsi de suite, et zone privée. Parce que qui dit des gens qui viennent à la ferme, ils viennent souvent avec leurs enfants, parce que les enfants veulent voir la ferme. Et ça, il faut gérer aussi. Pas que, surtout aujourd'hui avec les portables. Il y a vite une photo de prise, alors que une vache malade, ou ainsi de suite, quoi. Et donc, il faut gérer ça pour éviter qu'il y ait un problème derrière. Et on a aussi mis en place, comme on disait tout à l'heure, la biosécurité avec un sas d'entrée dans les cochons. Alors, pas facile à respecter, parce que les petits-enfants veulent aller voir les petits cochons qui viennent de naître. Le sas d'entrée, comment on fait, quoi, par rapport à tout ça? Alors, je vais faire un truc qui n'était pas du tout prévu. Je prends ton micro. Elle est où, Gwenola? Elle est par là. Montrez-vous. Elle est où? Non, mais j'aimerais bien l'entendre, parce que finalement, on a bien compris qui dirigeait tout. Elle est où? Est-ce que vous pourrez ajouter des informations sur ce qu'a dit votre charmant mari, Lionel? On va se mettre debout. Voilà. 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 Allez, c'est parti. Alors, on va les regarder. Excusez-nous. Bonjour à tous. Alors, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça, quand même. C'est un peu ce qui nous explique, en fait, Lionel. Hein. Voilà, Quoi? J'ai pas assez de chaises. Ça tombe bien. Non, ça l'arrange. Non, mais c'est vrai que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça, finalement. Oui, en fait, c'est un peu moi à l'origine de tout ça, parce que Lionel était plutôt vache. Alors, on avait compris, ouais. Voilà. Et moi, j'étais cochon. Voilà, vous aimez les cochons. Et puis, quand je me suis installée, je voulais pas être la femme sur l'exploitation qui venait faire boire les veaux ou faire de la traite. Donc, je voulais monter mon atelier cochon. Je dis, elle est top. En message. Et vendre mes porcelets à 25 kilos. Donc en Haute-Savoie, il n'y a pas beaucoup de producteurs, surtout une femme, c'était un peu un combat quand même. Donc après, j'ai toujours voulu valoriser mon produit jusqu'à la fin, parce que où j'étais en stage jeune, ils avaient un magasin à la ferme et tout ça, donc ça me plaisait d'aller jusqu'au bout. Et puis jusqu'au jour où on s'est vraiment décidé à monter le magasin, en travaillant avec une autre exploitation, on a monté un réseau client. Et là, on était vraiment arrivé au but qu'il fallait vraiment faire quelque chose, sinon on ne pouvait plus suivre le rythme derrière, en fait. Et puis, on a monté donc notre laboratoire, sachant qu'on a un boucher à plein temps qui travaille chez nous, et on a notre fille qui est rentrée en apprentissage dans notre magasin aussi. Donc, du coup, c'est vrai qu'au point de vue travail, et puis il faut gérer aussi toute la mise sous vide de la viande derrière, parce qu'il faut travailler efficacement. Le boucher, lui, il est là pour découper, il n'est pas là pour mettre la viande sous vide. Et toujours gérer les clients, leur expliquer que oui, les cochons, c'est bien dehors, mais il y a aussi des règles à respecter, tout ça et tout. Donc il faut toujours être sympathique.
Et comme disait mon mari, j'avais des origines bretonnes et normandes. Et mon but à moi, parce que j'ai fait mes études en Bretagne, une partie en Bretagne, une partie à Haute-Savoie, c'était de faire travailler mes copains aussi de Normandie et de Bretagne. Donc je reçois aussi des produits d'autres collègues, de d'autres départements. Voilà. Super. Oh bah, franchement, on peut l'applaudir, et tous les deux. Hein. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes, sérieux, je vous trouve inspirant. Vous êtes vraiment très inspirant. Je vais passer la parole à Christelle, parce que le circuit court, c'est pas exactement le métier de GDS à la base. Alors, il a bien fallu leur courir derrière après tous ces gens-là. Là. Emmanuel, je pense que maintenant tu as compris, nos structures, elles se sont créées il y a 70 ans, dans un contexte un petit peu particulier d'une maladie qui s'appelle la tuberculose bovine, qu'on subit encore un petit peu aujourd'hui malheureusement, et qui touchait les bovins et puis aussi l'homme qui consommait les produits ou les crus. Donc finalement, voilà, je pense que c'était important aussi de rappeler le contexte de création de nos structures sur cette maladie et sur cette zoonose. Après, en fait, c'est notre réseau, c'est les exemples portés par notre réseau en fait, qui nous poussent aujourd'hui à travailler sur les circuits courts. Là, on a fait une petite enquête dans le réseau. On a pour l'instant une trentaine de GDS qui nous ont répondu. Il y en a déjà 15 qui proposent cet appui, cet accompagnement. Alors, c'est des formations, c'est de l'appui technique en cas de crise, de l'appui sur la mise en place des autocontrôles, sur la mise en place des plans de maîtrise sanitaire. Et puis, on a un certain nombre de nos GDS qui nous ont dit, quasiment une dizaine, qui nous ont dit, en fait, voilà, on aimerait aussi mettre en place cet accompagnement-là, mais on a besoin de cette communauté d'échange, en fait, qu'on a dans notre réseau. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer la commission circuit court au sein de GDS France, donc qui sera multi-espèces, bien sûr, pour valoriser toutes les compétences qu'on a déjà dans le réseau. Et du coup, voilà, continuer de favoriser et d'accompagner les éleveurs qui sont dans cette démarche. C'est une super nouvelle, merci. Alors, on va dézoomer un peu de la France, que nous, les Français, on a tendance à parler que de nous. Et on a l'immense chance d'avoir Reimer avec nous, donc qui est éleveur en Allemagne, comme vous l'avez compris, président de l'ADT, qui est l'équivalent de GDS, mais en Allemagne. Je voudrais savoir comment ça se passe en Allemagne, comment ça s'illustre les circuits courts, et si vous-même, d'ailleurs, dans votre exploitation, vous l'avez mis en place ou pas. Je dois commencer avec l'analyse, qu'est-ce qui se passe dans la chaîne alimentaire. En Allemagne, 80% des produits alimentaires sont dans les mains de 4 grands supermarchés, comme les Aldi, les Lidl ou Edeka. Edeka, bien sûr, c'est plus une sorte coopérative des entrepreneurs individuels, mais ils sont les dominateurs dans les chaînes. Pour cela, il est très important de discuter comment est-ce possible de développer une position très forte pour les agriculteurs et les producteurs. Et dans cet esprit, les circuits courts peuvent montrer des chances, mais pas surtout. Je prends l'exemple de mon petit village. J'ai commencé comme agriculteur en 1975. Dans cette période, nous avions 32 fermes dans mon village avec 3000 hectares et actuellement nous avons 250 hectares land gorgé d'eau, un biotope excellent et nous vivons 40 km au nord d'Hambourg. Pour cela, le tourisme joue un rôle et sur l'autoroute qui passe le village, chaque jour, nous avons 14 000 voitures. Une des conditions qui est importante, parce que j'ai emmené aussi une étude dans laquelle 11 pays de l'Union européenne ont participé, les universités, Copa-Cogeca, des autres organisations, et on a examiné 18 circuits courts différents, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de sortes de coopération, et aussi dans mon village. Actuellement, il nous reste, après nous avions 32, 33 fermes, il nous reste 13. Il vous reste 13 fermes, d'accord. Et nous avons 3 fermes qui s'occupent aussi avec des alternatives. Parce que je dois dire, notre village est dans la région plus pauvre.
pas favorisé pour la production des céréales ou des oléagineux qui est près de la mer Baltique, près de la mer du Nord. Concentration sur la production laitière. Mais nous avons un voisin qui produit des asperges. 14 000 voitures chaque jour. Et une forêt où les gens d'Hambourg aiment de visiter par le week-end. Donc les touristes s'arrêtent pour visiter la forêt, mais lui, le producteur d'asperges, il est juste à côté. Oui, mais il y a aussi des autres éléments. Il a réussi avec aussi des autres collègues qui ont produit pommes de terre dans les villages voisins, aussi de vendre une certaine partie de cette production au supermarché dans les prochaines villes. Une combination. Et ça, c'est donc important. Si on dépend seulement d'un supermarché, on a déjà perdu le jeu. Ça, c'est aussi intéressant. Nous avons un autre exemple, une ferme biologique avec des règles très, très strictes. Ils travaillent aussi avec des gens, comment dit-on Dites-le en allemand, quelqu'un va nous le traduire. Défavorisés qui ont des problèmes, ils travaillent sur la ferme, ils ont développé un café et ils vendent aussi des autres produits, ils ne produisent eux-mêmes sur la ferme. Et c'est toujours plein, c'est toujours plein. Ça veut dire que nous avons ces structures mixtes et ça c'est donc un grand avantage parce que dans cette étude j'ai mentionné, il y a une liste qui est très, j'ai aussi la en français avec moi, on a écrit très bien quelles sont les nécessités si on veut survivre avec les circuits courts. Où il y a des problèmes, on doit trouver des solutions, d'autre part ça ne marche pas. Et pour cela, nous avons une situation mixte dans notre village et on peut dire pour ces 3 fermes qui ont choisi ces alternatives, c'était une question de survivre et d'avoir aussi un revenu acceptable. Jean-Marie, tu voulais intervenir et je sais que Florence aussi, ça la faisait réagir par rapport à ce que disait Reimer. Oui, mais c'est moi ce que je trouve intéressant, vous parlez de ce que j'allais dire la segmentation de marché, c'est-à-dire d'aller travailler sur différents créneaux. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur tous ces marchés, faire de la vente à la ferme, vendre aussi, pourquoi pas, à des supermarchés, en restauration collective. Et si on veut un accompagnement homogène sur tout le territoire, parce que quand on habite à côté d'un emplacement où il y a 14 000 véhicules qui s'arrêtent, c'est assez important, mais on a aussi une mission au niveau des chambres, c'est de pouvoir faire circuler et faire... Il faut qu'il y ait des agriculteurs sur tout le territoire. Ça, c'est notre métier. Et donc, même s'il n'y a pas les consommateurs à proximité, c'est aussi de pouvoir organiser la vente, la distribution, pour que chacun puisse vivre de ce métier. Et juste pour ajouter, ce n'est pas un métier à côté de l'agriculture. La vente du produit fermier, c'est de l'agriculture. Et il y a une dame qui me disait hier, moi, mon plaisir, du Maine-et-Loire, je crois, c'est de faire ma facture moi-même à mon boucher quand je vends une bête. Et donc, c'est aussi une reprise en main du métier d'agriculture au niveau du territoire. Reimer, vous vouliez compléter ou c'est bon? Je vous ai vu réagir aussi par rapport à ce que disait Reimer, Florence. Allez, on va revenir sur la région après ici. Oui, parce qu'on parle de 14 000 véhicules, c'est du tourisme, mais c'est pas antinomique. Aussi, ça y est, on est sur son territoire. Voilà, on est sur mon territoire. C'est pas antinomique du monde et manger sainement. Et au contraire, et on l'a vu depuis la crise sanitaire, c'est de plus en plus important quand on va dans une région de consommer les produits de notre territoire, de faire connaître et de mettre en valeur les produits de notre territoire. Donc, ce mix tourisme, agriculture locale, ça nous parle. Que raconte Reimer, ouais. Et on a parlé de la ville, peut-être on change de casquette, pouf, on met la casquette région. Florence, pour dire un mot, toujours sur cette thématique du circuit court. Tout à fait, donc on a la chance d'avoir à la région un président très dynamique et qui est très attaché à nos agriculteurs et à notre production locale. Donc,
c'est vrai qu'on a mis plusieurs plans en place et dont le premier plan a été une centrale d'achat. Donc une centrale d'achat pour valoriser nos produits locaux, valoriser le travail de nos agriculteurs, assurer des circuits courts et aussi prioriser les produits du terroir. Donc cette centrale d'achat, elle est en lien aussi avec ce qu'on a appelé la région dans mon assiette, et j'en ai rapidement parlé hier. La région dans mon assiette, s'il vous plaît. Merci. C'est parce que la région a la compétence lycée au départ, hein, et on voulait que nos lycéens sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même très très grande, puissent avoir une alimentation saine et de qualité. Donc on a créé la région dans notre assiette, et c'est une plateforme d'achat pour nos lycées, hein, pour que nos lycées puissent s'alimenter sur cette plateforme et que nos élèves mangent sainement et de la production locale. Donc actuellement, on a plus de 150 lycées, donc c'est la moitié de nos lycées en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'alimentent sur cette plateforme d'achat. On a travaillé aussi sur les circuits courts, hein, puisque c'est le sujet du jour, et quelques chiffres. Donc, on a mis des soutiens aux projets de transformation et de commercialisation. Donc, on a eu 409 projets qui ont été soutenus. Donc, c'est énorme, hein, puisque ce plan sur les circuits courts a été mis en place en 2018. On a mis un budget de 4,7 millions de soutien, et je pense que c'est important de le dire. Et on a aussi eu 22 projets sur des collectifs. Sur la région et ses terroirs, j'en ai parlé vite fait hier. Donc, c'est une marque qu'on a mis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là aussi, il y a des chiffres qui sont importants, puisque on a 5000 produits qu'on retrouve dans des moyennes et grandes surfaces, et à travers 450 entreprises. Donc on est vraiment là pour valoriser notre production locale, valoriser nos produits locaux et les faire aussi adapter à toutes sortes de clientèles, puisqu'on a des clientèles sur les petites, moyennes et grandes surfaces et des clientèles sur nos artisans locaux. Donc on est vraiment attaché à tous nos secteurs de distribution. Merci beaucoup. Je vous propose une deuxième question. Circuit court et sécurité sanitaire des aliments, une articulation incontournable pour assurer aux consommateurs des produits frais et sains. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt comment vous vous y prenez. Et je vais commencer avec Lionel. J'aimerais bien savoir comment GDS a accompagné votre développement à tous les deux dans le cadre de votre activité de circuit court sur ces thématiques-là, donc de sécurité sanitaire des aliments. Donc, par rapport au GDS, comme la section porcine vient de se mettre en place dernièrement, on a fait une petite vidéo sur la ferme pour expliquer comment le GDS, et en partenariat avec notre exploitation, comment le GDS voyait les choses. Donc, on a fait une petite vidéo pour expliquer tout ça. Et puis après, notamment par rapport au porc, par rapport à la peste porcine, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc, la vidéo est sur les réseaux sociaux, et ça permet aussi au GDS d'assurer de pouvoir faire face si jamais on a un problème sanitaire sur les cochons en Haute-Savoie et en Savoie, quoi. Jusqu'aujourd'hui, il n'y avait rien. Donc ça, c'est très bien. Et puis après, par rapport à l'aspect plutôt aliments magasin, donc là, on a eu ça fait une année et demie, on a eu 2 ou 3 fois, si je ne veux pas dire de bêtises, des contrôles DDPP, donc qui sont relativement bien passés. Déjà, les locaux sont neufs. Mon épouse est très à cheval sur l'hygiène, donc elle a eu un petit macaron, c'est marqué très satisfaisant, donc ça s'est bien passé. Pourquoi je n'en doute pas une seconde. Et par rapport à ça, justement pour rejoindre ce que vous avez dit, ils nous ont même proposé de passer une dérogation justement pour pouvoir fournir, pourquoi pas, des cantines ou tout ça. Ah. Mais bon, après, il faut savoir... on a déjà une charge de travail conséquente. Et après, on passe dans une autre mesure. C'est autre chose. Hein. Pour le moment, on n'a pas franchi le pas. Alors, très logiquement, je vais me tourner vers Christelle. On va zoomer vraiment sur la sécurité sanitaire. Vous faites quoi à GDS pour accompagner tous les Lyonnais de France et les Gwénola de France? Déjà, on travaille avec du vivant. Donc, il y a forcément un risque sanitaire dans les denrées alimentaires
produites par les animaux. Je crois qu'il ne faut pas s'en cacher. Une fois qu'on a dit le mot risque, voilà, il ne faut pas y voir que le risque. Tout à l'heure, Christophe le disait, en fait, il faut savoir identifier le risque et puis finalement mettre en place les mesures qui permettent de limiter au maximum ce risque. Alors, on a parlé biosécurité tout à l'heure. C'est vrai que c'est des actions. Enfin, notre réseau est très, très mobilisé sur cette thématique-là. Mais voilà, on le disait tout à l'heure, la sécurité, ce n'est pas une trame toute bien ficelée. Elle doit être adaptée à chaque élevage, à chaque contexte, à chaque type de production, à chaque zone géographique. Et puis finalement, donc ces mesures de prévention, d'introduction des maladies qu'on met en place, eh bien, ça protège la santé des animaux et de facto, ça protège également, ça nous permet d'avoir des produits de qualité au niveau des denrées produites sur l'exploitation. Quand on met en place des mesures de biosécurité pour limiter le risque d'introduction de salmonelle ou listeria, eh bien, on protège les animaux et puis on fait en sorte que les produits soient de bonne qualité. Reimer voulait intervenir. Alors, Reimer, Lionel après, vas-y. Et après, dans mon région de Schleswig-Holstein, nous avons un label pour les produits alimentaires. Vous avez un quoi pour les produits alimentaires, hein? Un label, oui. D'accord. Le pays vert entre les deux mers bleues, la mer du Nord, la mer Baltique. Mais au début, les contrôles étaient concentrés pas aux agriculteurs, mais dans les autres partenaires dans la chaîne. J'aimerais bien vous montrer un exemple de la Bavière. Edeka, c'est une des chaînes des supermarchés qui pourrait déjà déclarer à la crise des ESB. Déjà, aujourd'hui, il y a de la viande dans notre marché qui vient d'agriculteurs de la ferme XY. Il est plus actif sur ses idées comme tous les autres. Aujourd'hui, il y a une coopération de services sanitaires vétérinaires bavarois avec la chaîne Edeka et cet service vétérinaire bavarois a fait des visites aux fermes. Ils contrôlent le registre des diagnostics, le programme de lutte contre les acariens. Ils font des examens laboratoires sur le fourrage, eau de boisson, mesure de la concentration en gaz nocifs et prélèvement en vue de la vérification des mesures de désinfection. Je crois on pourrait dire, oh mon Dieu, plus de contrôle. Mais si nous ne faisons pas un certain niveau qui prend le leadership, ce sont les grandes chaînes. Par exemple, Lidl et Aldi ont déclaré à 2030, nous voulons pour la viande fraîche, pas pour les sausages et les autres produits ibéricaux, etc., pour la viande fraîche. Le standard plus haut pour les protections des animaux, et aujourd'hui, la plupart des femmes ne peuvent garantir ça. Mais il n'y a pas une réponse qui payera à la fin. C'est un grand débat en Allemagne. Ça fait débattre dans la avec salle. des commissions spécifiques pour investir dans les bâtiments pour les animaux, etc. Ou est-ce possible que le consommateur est prêt de payer plus dans cette situation de crise aussi avec les prix d'énergie, etc. Pour cela, on doit prendre des initiatives pour maintenir ces questions un peu sous notre contrôle. Merci pour cette intervention. Lionel voulait intervenir aussi. Je voulais juste rebondir sur ma collègue. Par rapport au sanitaire tout à l'heure, nous, on a fait le choix, et c'est pour ça qu'on a fait notre labo, parce que c'est nous les responsables. On a fait le choix de travailler sans conservateur ni colorant sur nos produits. Donc on a un risque un peu plus important. Et c'est pour ça qu'on fait tout sur notre ferme, parce qu'on n'a pas le droit de le faire en prestation de service. S'il y a un problème, c'est nous les responsables. Donc on a du jambon blanc qui est pas rose, Bah oui. et ainsi de suite, quoi. Mais le consommateur s'y retrouve. Les consommateurs, on va s'y habituer, faut nous faire confiance.
honnêtement. Jean-Marie, alors j'aurais bien... D'abord, tu voulais rebondir et puis après Oui. j'ai une question pour toi. Oui, merci. Je voulais rebondir justement sur les risques éventuellement sanitaires en circuit court. En fait, nous, agriculteurs qui sommes accompagnés, soit par vous, GDS, au niveau des risques sanitaires, et puis j'avais pris de la bonne lecture tout à l'heure, justement pour voir la section transformation, j'ai lu tout ce que vous faisiez sur la marche en avant, sur le guide des visites aussi des élevages dans les fermes. Il y a aussi les agriculteurs que l'on suit en diversification avec les chambres d'agriculture, qu'on accompagne. La plupart d'entre nous, on est accompagnés, suivis. Aujourd'hui, avec le développement du circuit court, on a aussi toutes les personnes qui font de la vente et qu'on connaît plus ou moins et qui sont peut-être ou peut-être pas accompagnées. Et je pense qu'on a un gros travail sur tout ce qui est sécurité alimentaire, à bien identifier, diagnostiquer toutes ces personnes qui font ce métier en vendant, ils vendent peut-être pas grand-chose, mais ils vendent quand même, donc il y a quand même un risque. Et si on ne les connaît pas, si on ne peut pas les accompagner, il y a potentiellement un risque parce qu'ils n'auront pas fait pas de procédure HACCP, ils n'auront pas fait de PMS, etc. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais rajouter, c'est l'intérêt de travailler dans nos structures pour pouvoir remonter, accompagner, former tous les agriculteurs. Alors, je garde le micro. Je voudrais qu'on zoome sur Bienvenue à la ferme. Comment la question de la qualité des produits, de la sécurité sanitaire, elle est abordée chez Bienvenue à la ferme? Vous faites des contrôles qualité, il y a des exigences, j'imagine. Alors, un adhérent Bienvenue à la ferme, il transforme principalement les matières premières qu'il a produites sur sa ferme. Parce qu'évidemment, sinon, on n'est plus agriculteur, on est artisan. Ensuite, on a un cahier des charges au niveau de chacune des productions. Avec un contrôle. Alors, c'est pas un contrôle sanitaire. Hein. Le sanitaire, il se fait quand il y a un contrôle de la DDPP, bien sûr. Après, on utilise souvent le mot produit fermier. Je regarde en bas donc les services. Donc, sur le mot fermier, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais on a besoin justement au niveau de Bienvenue à la ferme, nous, ce qu'on fait, on accompagne surtout par rapport à l'origine de la matière première. Ensuite, on essaie de faire tous les 3 ans à 4 ans un contrôle de suivi de l'exploitation. On a aussi des autodiagnostics qu'on met en place pour suivre. Et puis après, de par les réseaux sociaux, aujourd'hui, on apprend beaucoup sur des commentaires sur la qualité des produits, sur l'état de propreté ou pas. Voilà. Mais on n'a pas des gens qui sont là pour contrôler. On accompagne, mais on n'est pas les contrôleurs comme au niveau de la DDPP. Voilà. D'accord. Juste question personnelle, GDS et Bienvenue à la ferme, vous êtes liés? En fait, nos missions s'articulent, puisqu'effectivement, Voilà. La partie sanitaire par les GDS et puis toute la partie logistique, organisationnelle. Donc, je pense qu'il y a des belles collaborations à créer, en tout cas. C'est vrai que nous, GDS, on a nos partenaires historiques sur la santé des animaux avec les services de l'État et puis les vétérinaires. Et puis, je pense je retiendrai en tout cas de cette table ronde les belles perspectives de collaboration. Oui, je crois aussi. On a notre vice-président de la PCA qui est bien impliqué de tous les côtés, justement, au niveau élevage et qui est là aussi pour faire le lien. Juste petite question à Florence Duvant, que ce soit à la ville ou à la région. J'imagine que cette histoire de transparence, vous en parlez, c'est essentiel, c'est pris en main aussi? Oui, alors au niveau de la région, on sait bien que la compétence sanitaire n'est pas une compétence de la région. Bien donc sûr, là, je vais un petit peu passer le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Mais malgré tout, avec tous les labels qu'on peut avoir sur la région, ça rentre aussi dans une sécurité sanitaire. Et comme je le disais hier, on a un accompagnement pour l'installation des vétérinaires en milieu ruraux. Donc on peut aussi dire que ça rentre aussi directement dans une sécurité sanitaire. Au niveau d'Évian et de la communauté de communes, on a un gros travail à faire. Je prends 1 minute pour mettre la bouteille en avant, puisque le lien entre l'agriculture... Excusez-moi, ça fait partie du job. Allez-y, parlez. Le lien entre l'agriculture et cette petite bouteille d'eau d'Évian est importante, puisque sans refaire toute l'histoire de l'eau d'Évian, nous avons
l'eau d'Évian qui arrive sur l'impluvium. Donc l'impluvium est un plateau à 10 km d'Évian. Et on a un gros travail en collaboration avec nos agriculteurs, puisqu'on a mis en place un méthaniseur pour pouvoir transformer et épurer nos champs. Donc ce méthaniseur a été mis en place avec un cahier des charges très strict, puisque sur le territoire, nous avons 2 AOP, nous avons Roblochon et Abondance. Donc le cahier des charges est très strict. Et nous avons aussi dans la charte du méthaniseur des produits à risque qui sont hygiénisés. Donc ça, c'est très important pour notre eau d'Évian, pour cette petite bouteille d'eau qui voyage dans le monde entier, et aussi pour directement l'eau de nos communes. On travaille aussi sur cette communauté de communes pour avoir une cuisine centrale. Donc le projet est en train d'avancer, mais justement au niveau, et là on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, une cuisine centrale au niveau des cantines. Et C'est pour quand ça? Dans 3-4 ans, ouais, je voilà, pense, le temps. Mais le projet est déjà bien avancé. D'accord. Donc au niveau des cantines, mais justement pas qu'au niveau des lycées, puisque la CCPVA a des collèges, a des écoles, a des cantines scolaires. Donc c'est vraiment un travail avec cette cuisine centrale. Et on travaille aussi sur une fruitière, sur la commune de Vinziers, pour avoir une fruitière sur place, éviter des longs déplacements. Donc au niveau environnemental, c'est important aussi. Merci. Est-ce que sur cette question de la sécurité sanitaire, quelqu'un, parce qu'après je voudrais descendre dans la salle, voir un peu leur avis, si certains veulent s'exprimer, est-ce que quelqu'un sur scène ici, sur la sécurité sanitaire, aimerait rajouter un élément? Bon, Jean-Marie, il évite mon regard. Non, oui, je suis bavard, de toute façon, j'ai toujours quelque chose voilà, à dire. Le développement des différents marchés, d'aller travailler parfois sur des contrats en approvisionnement circuit court avec la grande distribution, de travailler avec la restauration collective, nous fait, nous agriculteurs, tous progresser, parce que c'est vrai qu'il y a des documents à signer, il y a des engagements, et du coup, ça nous permet d'améliorer les réflexions sur la création d'une fiche produit, sur des diagrammes de fabrication. Et en fait, ça nous fait le développement du circuit court nous permet à nous tous de progresser et d'être en mode toujours un petit peu plus. Et du coup, ça garantit aussi plus de sécurité alimentaire. Reimer, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette thématique ou pas? Je crois que nous sommes confrontés maintenant avec le débat d'une stratégie qui me semble un peu arrogance urbaine, de la ferme à la table. Et si on voit les propositions de la Commission européenne, c'est un paquet de 6 éléments, mais les idées sur la législation future s'occupent premièrement avec l'agriculture et pas avec les autres acteurs. Par exemple, si on écrit les propositions de diminuer les produits phytosanitaires de 50%, diminution d'au moins 20% des engrais, diminution de 50% des antibiotiques. Ce sont des propositions. Heureusement, le Parlement européen, dans une résolution sur cette stratégie, a pas pris ces chiffres dans la résolution. C'est un bon signe. Pourquoi? Si on pose cette stratégie dans le contexte des marchés internationaux, on a perdu dans le futur. Par exemple, la Commission a réfléchi s'il y a des productions, des produits industriels, mais aussi des engrais qui sont exportés à l'Europe avec beaucoup des émissions, on pourrait introduire une taxe à la frontière. Mais en ce moment, on n'a pas proposé de faire la même chose avec les produits agricoles qui sont importés à l'Europe. Ça ne fonctionne pas. Et aussi les chiffres, prendre des moyens comme ça,
ça ne fonctionne pas. Par exemple, il n'y a pas un mot, quelle est l'année de référence? Est-ce par les antibiotiques 2017 ou aujourd'hui? Nous avons, comme agriculteurs européens, déjà diminué les antibiotiques de moyenne 30% depuis 2014. En même temps, l'utilisation des antibiotiques pour la santé humaine, il y avait une augmentation de 7%. Je suis d'accord que nous, ensemble, travaillons sur, comment dit-on en anglais, on dit One Health Approach. Une santé pour tous. Mais on doit être fair et pas négliger ces dates. Et on ne dit pas que les différences entre les États membres sont très grandes. Il y a quelques pays qui ont fait plus comme les autres et il y a quelques pays qui doivent renforcer leurs efforts. Et la même chose aussi avec les engrais. Nous sommes confrontés actuellement avec une nouvelle période. Je me souviens très bien que, je peux dire ça, mon ami Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, pendant une conférence pour le budget multiannuel, il a déclaré aussi la sécurité alimentaire est un bien public. Et nous revenons dans ce débat. Si on voit les problèmes d'exportation de la Russie et de l'Ukraine pour les pays en Afrique et les pays arabes. Pour cela, aussi, quelques directives sur les engrais sont déjà dessous le niveau optimum économique. Il y a une étude de mon université Kiel dans ce contexte et ils ont aussi comparé les dates en Allemagne et le résultat est si on prend 20-30% moins engrais, ça n'aide beaucoup pour l'eau qui est dans la terre. Il y a certaines limites et pour cela on doit être réaliste et je dois dire, je préfère un peu la définition, on a besoin d'une durabilité intensive. Avec moins input, plus de production, d'autre part, il n'y a pas assez de produits alimentaires. Et si nous, en Europe, réduisions seulement notre production, et il y a des demandes globales, la situation pour les émissions ne devient mieux. Ils sont plus mal. Et ce sont les points aussi, nous, comme organisation des éleveurs, président du FESAS, nous devons donner sur la table pour demander un débat fair et équilibré dans cet esprit. On a besoin d'une durabilité qui inclut l'économie, l'écologie et l'équilibre social. D'autre part, ça ne fonctionne pas. Et voilà, il va falloir passer après ça. Alors, c'est vers vous que je me tourne. On a vu que les échanges qu'on a eus sur scène sont passionnants. Mais si je me rappelle bien, on est au congrès 2022 GDS, donc dans la salle, on a des représentants de régions, de départements, qui ont peut-être mis des choses en place en termes de circuits courts, qui ont peut-être envie d'en parler. Attendez, je vais chercher un deuxième micro, donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez. Merci beaucoup. Qui ? Ah, un jeune homme, je me précipite. Ah, un bourguignon. Alors, je vais carrément m'asseoir sur ses genoux. Allez, hop. Non, c'est une blague. On se met debout ? Allez. Dites-moi, présentez-vous. Oui, Fabien Coulon, donc je suis éleveur avant tout et élu GDS, notamment au niveau national. Éleveur où ça ? Donc éleveur proche de Mâcon, entre Mâcon et Tournu, donc dans une magnifique région qui s'appelle la Bourgogne. Merci.
Ah, c'est une bonne animatrice. Excusez-moi, Non, mais j'aime bien rigoler, mais je vais essayer d'être sérieux, parce que Alors. circuit court, je connais. Donc, je suis éleveur de chèvres, de vaches laitières, de vaches allaitantes et de céréales. On cultive des céréales pour nourrir nos animaux. On transforme toute notre lait de chèvre en fromage, qu'on commercialise nous-mêmes. On transforme une partie de notre lait de vache en fromage également, beurre et crème. Et on va dire qu'on fait transformer une petite partie de notre viande. Donc là, on n'a pas de boucher comme vous. On va dire que c'est l'étape d'après. On fait faire et on commercialise une partie nous-mêmes. Je veux dire, le premier message que je veux faire passer, moi, c'est que quand on fait de la vente directe, quand on fait des circuits courts, il faut aussi penser qu'une personne ou même 2 personnes ne peut pas faire 5 métiers différents. Je veux dire, on est éleveur, donc on fait naître des animaux, on les élève, on les engraisse. Après, il faut, l'abattage, la découpe peut se faire gérer, quand on parle d'animaux, de viande. Je veux dire, on ne peut pas tout faire. Enfin, c'est très compliqué, il faut beaucoup de main-d'œuvre. Et après, souvent, on est mon voisin est aussi... fait beaucoup de fromage, on part très souvent avec des salariés, parce qu'il y a une charge de main-d'œuvre énorme, donc on embauche des salariés. Après, en fait, il faut trouver un équilibre entre ce qu'on peut faire, et après, quand on a de la main-d'œuvre salariale, forcément, il faut aussi les faire bosser. Quand ils sont là, les gens, ils sont là, il faut leur sortir un revenu. Je veux dire, quand on se lance là-dedans, il faut aussi se dire que malheureusement, des fois, il y a des échecs. Donc, il faut être là pour accompagner... les mises en place, mais il faut être là aussi pour les accompagner, mais que ça marche. Parce que pour créer un réseau de clients, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour que ça soit rentable, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Donc moi, j'adore les messages politiques, entre guillemets, faites de la vente directe, vous allez devenir plus riche, on va sauver l'agriculture avec ça. Enfin, je caricature, mais c'est voulu. Franchement, si on pousse politiquement à dire haut et fort que la vente directe, c'est sauver l'agriculture de notre pays, on va se planter. Ça, il faut aussi l'avoir en tête, parce que moi, des fois, je trouve que les discours sont bien rodés et qu'on peut faire des amalgames. Après, sur la partie sanitaire des produits. En une minute. Hein, ouais. Forcément, quand on produit, on a des autocontrôles, il y a des contrôles réguliers pour nos denrées, ce qui est normal. Et on est dans un pays qui fait, je ne sais plus combien d'AOC en lait cru. Moi, je pense qu'il faut surtout se battre pour garder cette richesse, de transformer en lait cru notamment, et que si on va trop loin dans toute cette hygiène alimentaire, de chercher le zéro surtout, d'avoir aucun microbe, de tout blanchir, aseptiser, on va tuer le lait cru aussi. Je veux dire, faut faire attention au dosage des choses, des messages qu'on envoie. Je pense que dans la salle, surtout dans ce pays, cette région, le lait cru, c'est crucial, super important. Ce qu'on entend rarement, c'est que dans toutes ces AOC, il y a des problèmes sanitaires, de listeria, de salmonelle. Et forcément, ça, il ne faut pas le dire trop fort parce que ce n'est pas vendeur. Mais c'est que les gens qui sont concernés par ça, comment on valorise leur production à eux quand ils sont dans la crise ? Il faut penser à tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'aseptisation de notre société. Alors attendez, j'en ai 2 là. J'arrive. Je commence par ici, je suis plus près. Vous pouvez lui passer le micro ? Merci, bonjour. Oui, bonjour, Philippe Dufour, donc éleveur allaitant en Île-de-France. 2 remarques. Une première remarque déjà par rapport à Bienvenue à la ferme et à GDS France, c'est que c'est 2 grosses forces de réseau. On a vraiment une remontée en fait de compétences et un échange très important au niveau des producteurs par GDS France, parce que c'est le collectif qui fait monter en puissance et la qualité de nos produits et la réussite de nos métiers.
Deuxième remarque, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé en fait à la table ronde, c'est le coût de production et le prix de vente de nos produits. Effectivement, on essaie de produire en répondant aux exigences sociétales aujourd'hui, de l'environnement, du bien-être animal, des normes sanitaires, mais ça coûte très cher. Et quand on veut également faire de la filière courte, j'en fais depuis toujours avec des bouchers traditionnels, voilà, on est habitué à fonctionner pour réduire effectivement les intermédiaires. Mais il y a un sujet qu'on a abordé, c'est un petit peu la restauration à domicile. Et quand on veut créer de la filière courte avec, vous l'avez dit, des collectivités comme la restauration dans les lycées avec les régions, on est confronté très rapidement à des appels d'offres, à des réalités en fait financières et économiques. Et on a beaucoup de mal à se placer parce qu'on a effectivement le cahier des charges qui est établi avec un appel d'offres. Et malheureusement, nos coûts de production ne sont jamais forcément bien rémunérés. Et là, on a un gros problème de réussite pour aboutir dans ces filières. Donc voilà, je pense que c'est un sujet important. Il faut qu'on trouve des solutions pour... on produit, mais c'est un coût de production. Et c'est également aussi une réponse à la loi Egalim 2. C'est qu'en fait, la rémunération du producteur doit être assurée. Et ça, je pense que ça doit être dans toutes les têtes et de nos collectivités. Merci. Merci pour vos témoignages. N'hésitez pas à dire quelque chose sur scène, hein, si il y a quelqu'un qui veut répondre. Non. Alors, j'avais quelqu'un d'autre ici. Bonjour. Ouais, voilà. Alors, on va prendre celui-là. Allez, hop, on échange. Donc, Jean Bailly, moi aussi je suis producteur caprin, je suis vice-président avec Fabien de la commission caprine nationale. Moi j'ai envie de dire que on a quand même une chance. Il faut rester debout. Avec les circuits courts, c'est qu'on est en face directe de nos consommateurs. Donc on peut expliquer nos prix par rapport à la loi Egalim, etc. On n'a pas ces intermédiaires de grande surface. Et il faut vraiment, donc moi je suis aussi un producteur de lait cru, et c'est quand même, il faut vraiment parler du lait cru comme une chance, pas comme un risque. C'est un risque maîtrisé, et c'est pour ça que dans notre région, on a essayé de développer avec le GDS tout des autocontrôles, etc., pour prévenir le risque et pour apporter un aliment sain et de qualité. Et en apportant un aliment sain et de qualité, on va valoriser bien le produit et on ne nie pas le risque, mais on en tient compte et on met tout en place pour limiter ce risque. Donc on a un risque de listeria, on va faire des autocontrôles, on va mettre des buvards sur le lait pour vérifier qu'on n'a pas de listeria dans le lait avant de fabriquer des fromages. Donc on a tout un tas de moyens. Et là, le GDS est là pour nous accompagner, pour limiter les risques. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça avantage tout le monde. Ça avantage le consommateur parce qu'il a un produit sain. Ça avantage l'ensemble des producteurs de la filière lait cru parce que dès qu'on a une crise en lait cru, ça rebondit sur tout le monde. Et donc nous, par exemple, dans notre région, quand on a des gens qui sont non conformes, on trouve des laiteries pour récupérer le lait et thermiser le lait. Donc on n'est pas sur un problème de sécurité alimentaire, on gère le risque et on apporte un produit de qualité. Voilà. Merci beaucoup. Allez, une dernière intervention. Ah, vous aviez demandé... Ah, c'est vrai que... Alors, rapide, hein. Rapide, parce que j'ai un monsieur là-bas aussi, et rapide aussi. Hein. Je voudrais vraiment vous libérer à l'heure. Merci, donc Frédéric Jaffray, président du GDS 41. Donc je veux dire que nous, dans le 41, on a aussi travaillé sur les circuits courts au niveau du GDS. On a une technicienne fromagère qui suit nos producteurs. Et on a aussi investi dans un abattoir multi-espèces où on fait bovins, équins, porcins, caprins, pour aussi dynamiser les circuits courts et rendre service à nos éleveurs. Mais pour qu'on soit bien au niveau sanitaire, on a aussi un problème qui nous arrive à vitesse rapide. Et Laurent Perrin ne me contredira pas, c'est la présence de nos vétérinaires. Si demain on n'a plus de vétérinaires pour surveiller dans nos abattoirs, on aura un gros problème avec nos circuits courts. Et je pense que ça, c'est un dossier qu'il ne faut surtout pas occulter. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et dernière intervention, je vous laisse vous présenter. Étienne Gavard, je suis directeur du GDS du Calvados. Ouais. Donc je voulais, témoigner qu'on peut accompagner les producteurs qui font le choix du circuit court depuis pratiquement 25 ans en Normandie. On met en place des analyses sur le lait mis en œuvre dans les exploitations qui transforment pour faire effectivement du préventif, agir dès qu'on a des traces de listeria, de salmonelle ou de pathogènes, de manière à ce que le consommateur ait toujours à disposition, quand il l'achète,
des produits fermiers chez nous, des produits qui sont exempts de pathogènes. Et c'est effectivement un travail de fond qu'on a conduit avec la mise en place des guides HACCP, avec le guide de production d'hygiène, de manière à ce que, en cas de problème, malgré tout, on puisse assurer la traçabilité des produits. Et ça va étonner, mais on met aussi en place du circuit court d'essaim de qualité, dans la même idée, c'est-à-dire que pour les apiculteurs qui veulent échanger des ruches, on a mis en place une charte sanitaire apicole aussi à notre niveau, de manière à ce qu'on s'échange des ruchers avec une génétique locale et qui soit contrôlée en termes sanitaires. Merci pour tous vos témoignages. Bon, je n'ai jamais croire un journaliste quand il dit que c'est fini. Une dernière question ici. En fait, merci Emmanuel. Ce n'est pas une question, ce sont deux demandes que je voulais... qui sont venues... Il faut se présenter. Hein. Non, mais ça marche bien, mais il faut vous présenter. Pardon. On ne me connaît pas. Hans-Peter Schunz, directeur de l'association des éleveurs allemands, donc l'association de M. Böge. Et je voudrais seulement dire qu'il y a deux choses qui me semblent très importantes en contexte avec la discussion pour le circuit court. On fait les circuits courts pour valoriser nos produits, pour gagner plus et pas moins. Et ça, c'est donc deux demandes aux autorités et aussi aux législateurs. Et c'est aussi dans le contexte de ce projet, le projet de M. Böge a cité. C'était en fait une étude, un projet européen fondé par l'Horizon 2020, Smart Chains. Et il y avait quelques recommandations. Et une recommandation est bien de promouvoir l'innovation. Il faut des innovations, soit pour la production, mais aussi pour le marketing. C'est très important donc, que le fonds public soutienne l'innovation. Et deuxièmement, les circuits courts, souvent, se font avec des exploitations à petite taille. Et là, on a un grand problème avec la législation européenne ou nationale qui favorise les exploitations plus grandes. Alors, il faut des dérogations pour les exploitations à petite taille pour que ça fonctionne. Et voilà, c'est mon demande. Merci beaucoup. Merci. On peut tous les applaudir. Ah, vous êtes un public très participatif. Hein. J'avoue que de mon point de vue, c'est très agréable. Je vais vous poser une dernière question à vous tous qui êtes sur scène. Si on ne devait retenir qu'une seule chose de tout ce qui a pu être dit, eh bien, quelle serait cette parole, cette phrase, ce mantra que vous voudriez qu'on retienne? Ah oui, ma pauvre Christelle, ça tombe sur toi. Non, moi je retiendrai le mot richesse qu'a prononcé Fabien, et puis le mot risque maîtrisé de Jean, parce que c'est vraiment ça. On peut concilier les deux, c'est une vraie richesse, et en même temps, voilà, on fait ce qu'il faut pour maîtriser le risque, et puis peut-être le mot collaboration, puisque voilà, je retiendrai de cette table ronde aussi qu'on a des beaux projets à mener. Jean-Marie, qu'est-ce que tu retiendrais, toi ? Bien, je vais repartir sur ce que vient de dire aussi Christelle, sur la collaboration, afin d'être dans la thématique, d'être sur la sécurité alimentaire. Je pense que je redis ce que je disais tout à l'heure, il faut un bon accompagnement, il faut une bonne identification de tous les agriculteurs qui se lancent dans ce domaine pour que ça soit, je dirais, rentable et surtout en toute sécurité. Et il faut qu'on monte en compétences, il faut qu'on soit accompagné en tant qu'agriculteur pour être mieux formé. Et dans ces cas-là, je pense Après, on ira sur l'économique aussi, bien sûr, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se lancer dans les circuits courts sans avoir fait des études, des analyses, et surtout par les temps très, très compliqués en termes d'approvisionnement. Voilà, ça fait partie des sujets. C'est un tout, et je pense que quand on est bien accompagné, on a plus de chances que nos projets soient des projets réussis. Lionel. Moi, je dirais... Bon, aujourd'hui, on est dans un contexte différent d'il y a des dizaines d'années, mais le local, en poussant un peu loin, on pourrait dire qu'on n'a rien inventé. Nos anciens le faisaient. Voilà, et je peux dire, pour résumer tout ça, on est tous agriculteurs, et moi, la phrase qui me plaît, c'est le bon sens paysan, tout simplement. Oh, merci. Florence Duvant.
Alors moi, je vais prendre un peu ma casquette tourisme, puisqu'elle est très présente, et revenir sur cette crise sanitaire qu'on a tous vécue et qui a été difficile au niveau des producteurs, mais aussi au niveau des collectivités, et dire que le touriste, aujourd'hui, il a la possibilité d'aller partout en France, d'avoir de bons produits. Mais ce qu'il faut faire, c'est quand et on se tourne là-dessus, ça s'appelle le slow tourisme, donc c'est un nom un peu barbare, mais le slow tourisme, c'est accueillir bien un touriste sur son territoire, lui faire connaître ses produits du territoire et le faire partir avec l'envie d'y revenir, évidemment. Donc mettre en valeur ça, c'est mettre en valeur aussi nos productions locales, nos circuits courts. Et j'ai envie de dire, pour terminer, buvez local, buvez de l'eau d'Évian. C'est le circuit le plus court aujourd'hui. Merci Florence. Et on va terminer avec Reimer. Le mot de la fin, c'est vous qui l'avez. Je crois qu'il y a beaucoup de points sur l'ordre du jour. Nous avons discuté la stratégie Femmes à la table, les questions qui sont liées avec la globalisation et les règles internationales, bien sûr. Et ça nous montre que nous avons, comme des éleveurs européens, une coopération intensive pour offrir des alternatives et des solutions à notre société. Et malheureusement, je dois aussi dire, c'est mon expérience politique, la lutte ne finit jamais. Et pour cela, je voudrais dire aussi un appel spécialement aux jeunes agriculteurs, parce que ils sont la future de notre profession, de s'engager dans les organisations et aussi de discuter avec des autres dans notre société sur les valeurs que l'agriculture peut offrir à la société, pas seulement sur la production alimentaire, mais aussi pour l'environnement et pour les traditions rurales. Merci que je pourrais participer ici aujourd'hui. Merci de les applaudir, tous les 5. Merci infiniment de les raccompagner par vos applaudissements. Voilà. Merci infiniment.